TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Démarrage officiel ce 20 décembre du projet de construction et de réhabilitation de 30 000 infrastructures scolaires au Togo. Une initiative du gouvernement togolais pour renforcer et redynamiser le secteur éducatif togolais. Les précisions dans ce journal. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC renforce sa coopération avec d'autres institutions de régulation de la communication de la sous-région. Et ce lundi, c'est le Bénin et le Burkina Faso qui échangeaient leurs expériences avec le Togo. Et puis 20 décembre 2001, 20 décembre 2021, il y a 20 ans décédait Léopold Sédar Senghor. Et ce jour, c'est toute la planète qui rend hommage à l'homme politique et surtout à l'homme de lettres. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnazingbe, séjourne depuis ce lundi à Dubaï sur invitation de l'émir Sheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Le président de la République, le chef de l'État, présidera demain la journée nationale du Togo à l'exposition universelle Dubaï 2020. Une journée placée sous le thème national, l'inclusion numérique dans le développement des populations en relation avec le thème général de l'exposition. Et il faut rappeler que le Togo fait partie des 192 pays invités à ce rendez-vous international d'affaires démarré depuis le 1er octobre pour une durée de 6 mois. Et nous reviendrons donc en détail sur ce séjour du chef de l'État à Dubaï dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, pour révolutionner le système éducatif au Togo, le gouvernement, à travers sa feuille de route, veut construire et réhabiliter 30 000 salles de classe. Eh bien, le projet se concrétise ce lundi 20 décembre 2021 par son lancement officiel. Et c'est à Goubi, dans la préfecture de Tchamba, que le ministre des Enseignements primaires et secondaires a donné le coup de pioche. Désiré Aloy pour des précisions. Le projet de construction et de réhabilitation de 30 000 salles de classe vient soutenir le système éducatif. Le ministre professeur Komlan Doji Kokorko des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat à Goubi, dans Tchamba, pour lancer officiellement la première phase de construction. Je suis ici heureux de porter la vision d'un homme, son Excellence Monsieur le Président de la République Faure Sozimna Gnazingbe, et celle et la détermination d'une femme, Madame le Premier ministre, qui, de façon décisive et de façon très cohérente, porte l'éducation au cœur des priorités du gouvernement. Je crois que ce qu'on doit retenir substantiellement de la République du Togo, c'est de pouvoir dire que nous avons un président de la République, son Excellence Faure. Quand il promet, il le fait. Quand il dit, il le fait. Et quand il le fait dans l'intérêt général. Alors, nous construirons les salles de classe. Nous réformerons l'école. Rien ne nous fait obstacle. Et en réussissant ce pari, ce sont nos enfants qui gagnent. Et c'est la République qui gagne. Projet pour assurer à tous une éducation équitable, c'est l'ODD 4. Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes. Maintenant, on aura des salles sûres, des bâtiments que vraiment les enfants seront à l'aise pour étudier. Et ils auront l'engouement. Tous les enfants maintenant vont vouloir venir à l'école. Nous disons merci à Monsieur le ministre. Merci surtout au président de la République.
Monsieur Fort Nyasingbe et Sazam. Les 6 régions éducatives sont concernées par ce projet ambitieux et prioritaire inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2025. Une attention toute particulière du chef de l'État, Fort Essazona Nyazingbe, au monde éducatif, bref, aux populations togolaises. Et je vous le disais, le projet a démarré simultanément dans toutes les localités du pays. Un peu partout, on verra des chantiers, des bâtiments scolaires en construction ou en réhabilitation, et tout cela pour une éducation de qualité au Togo. Le point dans le Grand Lomé, à Tchévier et à Kpalimé, avec Ulrich Amega, Ramdan Bassina et Antoinette Omao. Revoir. Ces salles enclairs feront bientôt place à des salles modernes qui sortiront de cette terre. Un bâtiment de 4 classes, portes métalliques et des rigoles tout autour pour évacuer les eaux. Une bouffée d'oxygène pour parents, enseignants et autorités du Grand Lomé. Nous passons à une étape supérieure. Pour augmenter la capacité d'accueil de nos écoles, on commence à Lomé, dans Grand Lomé, par ici, le CEG Madi-Peto, milieu dans lequel il y a une forte demande en éducation, également le GEP à Madenta, et on fera aussi une réhabilitation à l'EPP Baguida. Réhabilitation et construction d'infrastructures scolaires. Sévier n'en fait pas exception. L'effectif des élèves est très élevé et dans les hameaux, on a besoin d'écoles, mais on n'a pas toujours les salles de classe qu'il faut. Eh bien, les besoins sont énormes par ici et nous ne pouvons que saluer cette initiative du gouvernement. Des réalisations à attribuer au projet P9, augmentation des capacités d'accueil scolaire, matérialisée ici aussi à l'EPP Kalakala, dans le Cloto. Quand vous regardez les anciens bâtiments exposés à tous les vents, avec ce vent de l'harmattan qui commence déjà, on imagine dans quelle situation, dans quelle gêne les enfants se trouvent. Nous pensons que dans les quelques mois, nous aurons au moins un bâtiment scolaire. Après évaluation, notre entreprise Kalamba HBTP a été retenue pour exécuter ce projet qui est la construction d'un bâtiment scolaire à 3 classes, plus un bureau, un magasin, une terrasse et une rampe pour les personnes handicapées, dont la durée d'exécution est prévue pour 3 mois. Seulement 4 mois pour l'exécution des travaux, ce qui sonne comme une nouvelle ère pour l'éducation togolaise. Début de semaine chargé également à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, le HAC, l'Autorité de Régulation et sa sœur burkinabé, le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso renforcent leur collaboration. Les 2 délégations ont eu une séance de travail ce matin au siège de la HAC à Lomé. Le compte rendu avec Issa Karouna et Ramdan Bassina. Cette séance de travail est l'un des cadres institués pour renforcer la collaboration entre ces 2 institutions de régulation des médias. Les membres des 2 délégations ont abordé des sujets d'intérêt commun au cours des travaux. Une occasion d'échange d'expériences pour un meilleur accomplissement de leur mission et une anticipation sur les difficultés. Le CSC et puis la HAC, c'est les mêmes problèmes. La régulation des médias en ligne, les chaînes de télévision, nous avons les mêmes problèmes. Il y a l'avènement également chez nous de la TNT, mais après l'entretien que nous avons eu avec les différents conseillers, on s'est rendu compte que le Burkina est légèrement en avance par rapport au Togo. Ici, vous n'avez pas démarré, alors que nous avons démarré. C'est certaines modalités qui nous posent problème parce que certaines chaînes de télévision traînent les pas, ne veulent pas payer les redevances. Et après l'exposé que nous a fait monsieur le conseiller, nous voyons qu'ici, une fois que ça va démarrer complètement, ils vont rencontrer les mêmes difficultés que nous rencontrons présentement. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons bien la route et vivement que HAC Togo aussi démarre la TNT et quitte l'analogique parce que ça doit être derrière nous maintenant. Après les échanges, la délégation du CSC du Burkina Faso a visité les installations techniques de la HAC. Et je vous le disais donc que c'est une journée chargée à la HAC. Après la délégation du CSC Burkina, les membres de la HAC ont également échangé avec leurs collègues du Bénin. Et plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. Nous retrouvons Issa Karouna et Ramdan Bassina.
Les médias en ligne et leur régulation, le code numérique, le passage de l'analogie à la TNT. Des sujets au cœur de cette séance de travail. Une rencontre qui se veut un cadre de partage d'expériences entre les membres de la HAC du Togo et les homologues du Bénin. Nous avons le problème de la TNT, la télévision numérique terrestre, où le Togo était en avance sur la procédure, mais aujourd'hui, nous les avons dépassés, donc nous sommes venus échanger pour que nous puissions apprendre les uns des autres. En dehors de ça, au niveau du Bénin, actuellement, nous sommes en train d'attribuer des fréquences de radiodiffusion et nous sommes passés voir nos collègues pour pouvoir éviter les problèmes d'interférence. À l'issue de ces échanges-là, nous avons eu satisfaction. Nous ne pouvons que remercier la HAC du Togo, tout le président, tous les conseillers qui ont bien voulu consacrer de leur temps pour nous recevoir. Les deux délégations ont promis poursuivre leur collaboration dans la perspective d'améliorer les tests de régulation. Ceci pour une meilleure pratique du journalisme et de la communication au service de la population. Agriculture à présent, le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo a entrepris une campagne de sensibilisation des producteurs sur les effets de l'utilisation des intrants chimiques sur les sols et sur la santé humaine. Le RENAT leur propose en lieu et place des alternatives organiques. Voyons cela avec Nestor. Bonjour. Les producteurs réunis au sein du FARE, foyer agricole pour la restauration de l'environnement basé à Kanté, identifiés pour une activité de sensibilisation par le réseau national des acteurs de l'agroécologie au Togo. Le RENAT a trouvé judicieux de rencontrer ces producteurs pour leur parler des intrants chimiques interdits, notamment le glyphosate. Le glyphosate est un produit inhibiteur qui permet de détruire les herbes en réponse au manque de main-d'œuvre et aux grandes surfaces que nous cultivons. Alors, les jeunes qui abandonnent les fermes obligent les parents à utiliser du glyphosate qui est néfaste non seulement au sol, mais à l'humain qui produit, à celui qui consomme également. Et donc, le Togo a compris très vite et a interdit son utilisation. Malheureusement, le paysan n'est pas informé comme il le faut, n'est pas sensibilisé sur les conséquences néfastes qu'il endure lorsqu'il utilise ce produit. Alors nous sommes en train de passer le message. Le RENAT conseille les producteurs à abandonner l'utilisation des produits chimiques de synthèse et à opter pour l'emploi des matières organiques. Le compost, par exemple. Nous apprenons aux producteurs à faire le compost, toutes les formes de compost. Mais au-delà, il y a les micro-organismes efficaces sur lesquels nous mettons également l'accent qui permettent de lutter contre les ravageurs, les insectes qui viennent attaquer les cultures. Nous avons les insecticides à base de Nîmes. Les Nîmes, on a tendance à croire que c'est juste des répulseurs, des insecticides. Non. Ils sont à la fois insecticides, mais également fertilisants. En dehors du foyer agricole pour la restauration de l'environnement à Kanté, les activités de sensibilisation et de formation du RENAT sur les alternatives aux intrants chimiques de synthèse ont touché aussi d'autres localités des différentes régions du pays. Et agriculture, toujours à la recherche de terres fertiles, plusieurs producteurs perdent la vie dans la rivière Agné à Tchefonda, dans la centrale. Et c'est une rivière qui n'épargne personne. Et la population de la localité a réussi à se sauver grâce à une parcelle qu'elle appelle le pont indien. Allons le découvrir dans ce reportage de Dodo Wari. Derrière ce fleuve, Agné, de grandes surfaces cultivables. Ici, c'est Tchefonda, dans la centrale. Pour aller au champ, les habitants ont le choix entre parcourir des kilomètres et nager. Malheureusement, la plupart meurent noyés. Si nous avons commencé par citer les noms et vous montrer les tombes tout le long du fleuve, ce n'est pas petit. Alors que la plus grande partie des surfaces cultivables, c'est derrière ce fleuve. Quand le fleuve est en creux, nous laissons nos récoltes là-bas pourrir. Dans l'urgence de sauver des vies, cet ouvrage de franchissement a été construit. Le pont indien, comme on l'appelle par ici, sert de passerelle depuis 2015. D'après l'artisan,
Il est assez solide et peut contenir énormément de poids. Nous avons acheté un câble Galva, celui de 60 mm et celui de 40 mm que voici. Le câble de 60 mm est un câble qui a une résistance de 4 tonnes 48 kg de poids. L'espacement de cet écartement fait 50 cm que nous avons logé les planches à l'intérieur pour servir de marche. À cette hauteur, l'eau ne peut jamais toucher la passerelle. Au cas où ça touchait, nous pouvons mettre encore le tir fort et remonter encore à une certaine hauteur. Plus de morts depuis 6 ans que ce pont artisanal est en place. Grand soulagement pour cette dame qui autrefois n'oserait pas s'approcher de la rive, surtout quand elle déborde. Quand la rivière déborde, nous les femmes faisons demi-tour. Aucune d'entre nous ne savait nager à part les hommes. Aujourd'hui, avec cette passerelle, nous allons tous dans les champs avec nos maris. Nous les hommes, on pouvait s'en sortir, mais les femmes non. C'était vraiment pénible et ça ralentissait nos travaux champêtres. Nous prions le gouvernement de nous construire un vrai pont ou de nous aider à renforcer celui-ci. Au moins 200 personnes sur les 4000 habitants que compte le village traversent chaque jour la passerelle. De gros arbres soutiennent le chef-d'œuvre, la nature, visiblement mise à contribution pour sauver des vies. Une véritable ingéniosité qu'est la passerelle de Tchefonda. Et en Somalie, ce n'est pas la rivière qui tue, mais plutôt la sécheresse qui menace la vie des populations. Une personne sur 4 souffrirait de la faim et aurait besoin d'aide alimentaire d'ici à mai 2022. Une situation due au changement climatique. En Somalie, environ une personne sur 4 risque de souffrir gravement de la faim en raison de la sécheresse. C'est l'avertissement qu'émet l'ONU, qui s'attend par ailleurs à ce que la crise s'aggrave et que plus de 4 millions de personnes aient besoin d'aide alimentaire d'ici mai 2022. En cause, une sécheresse accrue, car le pays n'avait pas connu 3 saisons de pluie à faible pluviométrie d'affilée depuis plus de 30 ans. Ces dernières années, ce sont les catastrophes naturelles et non le conflit qui ont été la principale cause de déplacement en Somalie. Le pays est d'ailleurs classé parmi les plus vulnérables au changement climatique. Le gouvernement a même décrété la sécheresse urgence humanitaire en novembre dernier. Les pénuries de nourriture, d'eau et de pâturage ont déjà contraint plus de 100 000 Somaliens à quitter leur domicile. Finalement, Emmanuel Macron et le chef de la junte malienne Assimi Goïta ne se rencontreront pas. Raison évoquée, la crise sanitaire de l'heure. Mais d'autres raisons pourraient être non dévoilées. La rencontre tant attendue n'aura finalement pas lieu. En tout cas, pas cette fois. Emmanuel Macron ne verra pas le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a pris le pouvoir au Mali en 2020. Raison officielle de l'annulation de sa venue au Mali, la crise sanitaire due au Covid-19. Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. Mais le Covid n'est pas la seule raison. Les relations diplomatiques entre la France et le Mali se déroulent dans un climat sous haute tension. L'Élysée admet que la rencontre était difficile à organiser. Les autorités maliennes s'opposaient à une réunion avec d'autres chefs d'État sur des sujets très sensibles. Particulièrement deux, la contractualisation par Bamako des services paramilitaires russes du groupe Wagner et la durée de la transition censée ramener les civils au pouvoir malien. Dans les relations entre pays, il y a des moments d'incompréhension. Nous souhaitons seulement que le dialogue puisse se poursuivre dans le même esprit constructif et un esprit de sincérité. Emmanuel Macron aurait dû célébrer Noël lundi avec des soldats de l'opération Barkhane, une force militaire française qui devrait être divisée par 2 d'ici 2023.
Et ce 20 décembre marque la commémoration des 20 ans du décès de Léopold Sédar Senghor, premier président du pays du Sénégal indépendant. Il a marqué les générations par son amour pour la langue française. Et ce 20 décembre 2021, une messe a été dite au cimetière Bel-Air à Dakar où il est enterré. En page nationale, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, veut encourager le respect et la liberté fondamentale pour tous. Et pour cela, il a initié une série de formations. Le compte rendu avec Eli Agba Niada. Ils ont un rôle primordial dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques pour l'amélioration et la gouvernance au Togo. Ces acteurs étatiques se familiarisent avec l'approche basée sur les droits de l'homme. Il s'agit pour le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, avec l'appui financier de NED, d'apporter son soutien au gouvernement dans l'analyse des inégalités et à corriger les pratiques discriminatoires au Togo. Lorsqu'on parle de l'approche basée sur les droits de l'homme, ça permet aussi de voir un peu plus clair sur le contrôle citoyen de l'action publique. C'est aussi de les définir et d'aider les acteurs étatiques à mieux s'imprégner pour que les autres acteurs qui interviennent sur la question du gouvernement, notamment les acteurs de l'acte civil, pour qu'ils aient une même lecture de la situation et aider aussi tous ces acteurs à mieux les aider, à mieux avancer. Les résultats que nous attendons, c'est qu'à partir de cet instant, ou bien à partir de nouveaux programmes que les gouvernants doivent mettre en place, de pouvoir prester attention pour qu'on puisse intégrer de façon conséquente ces questions en lien avec les droits de l'homme. À l'issue de cette rencontre, les indicateurs de mise en œuvre seront définis. Ils prendront en compte l'équité, l'égalité genre et l'autonomisation de la femme, la santé et l'amélioration du cadre de vie, ainsi que la protection sociale et la justice équitable en feront partie. Une table ronde de validation des indicateurs est prévue le 28 décembre prochain. Ce communiqué conjoint à présent le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, son collègue de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, le ministre de l'Économie et des Finances et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile portent à la connaissance de toute la population du Grand Lomé et en particulier des collectivités propriétaires fonciers du site du Golf Club qu'en raison du processus d'approbation du schéma directeur d'aménagement urbain du Grand Lomé en cours, tout lotissement du dit site est formellement interdit jusqu'à nouvel ordre. Il est rappelé à l'attention de toute la population et des collectivités propriétaires fonciers du dit site que tout contrevenant à cette interdiction s'expose à la rigueur de la loi. Un communiqué conjoint donc signé par le ministre en charge de l'administration territoriale Payadoa Boukessi, le ministre de l'Urbanisme, Maître Kofi Tcholenyanou, le ministre de la Sécurité, le général de brigade Yark Damhan et le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya. Il a été élaboré un plan de conservation et de gestion du site de Koutamakou et ce plan constitue un document cadre qui définit les stratégies et les orientations en matière de protection de la valeur exceptionnelle que représente ce site. Et le dit document a fait l'objet d'une validation à Nadoba. Le compte rendu avec Nestor Mozo. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO en 2004, le site de Koutamakou, constitué des Sikiens ou Tata, l'habitat des Batamariba ou Tamberma, a connu des dégradations ces dernières années dues à des intempéries. Pour une meilleure conservation et gestion du site, un plan couvrant la période de 2022-2024 a été élaboré. Ce document est soumis ici à validation. Ce plan, c'est un document directeur qui permet de donner les différentes orientations aux différentes activités qui vont aller dans le sens de la conservation de l'authenticité et de l'intégrité du site. C'est un document qui permet de mieux découvrir les valeurs qui permettent de garder ce site toujours sur la liste du patrimoine mondial. Dans le plan de conservation du Koutamakou, un accent est mis sur la gestion des risques et menaces. En termes de facteurs de menaces, il y a les pluies, il y a l'incendie, il y a les pertes
de valeurs par rapport aux croyances qui entourent la construction de la Takinta en elle-même. Parce que dans le milieu aujourd'hui, il y a des religions révélées qui se sont implantées, installées. Donc du coup, la communauté en elle-même a commencé à perdre de vue sa croyance autour de son habitat. Aujourd'hui, il y a des constructions sous forme rectangulaire couvertes de tôle, ce qui n'était pas le cas pour le Kutamaku. Les orateurs à cette rencontre ont invité les différents acteurs de la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion du Kutamaku à s'engager effectivement afin que chaque activité définie puisse être exécutée au moment opportun en vue de l'atteinte des objectifs assignés. Et à quelques jours de la fête de la Nativité, l'opération Noël solidaire a officiellement démarré et elle permet donc aux enfants nécessiteux de pouvoir célébrer la fête de Noël dans de meilleures conditions. Et c'est l'ambassade de Chine et l'association des ressortissants chinois au Togo qui ont ouvert le bal. Ils ont offert des vivres et des non-vivres à ces enfants par le biais du ministère en charge de l'action sociale. Le compte rendu avec Marie-Thérèse Nabédé et Yata Arate. Des vivres et non-vivres pour les enfants orphelins et vulnérables des centres d'accueil du Togo. C'est Noël solidaire qui s'annonce. D'une valeur de 12 millions de francs CFA, ce don de l'ambassade de Chine au Togo vient appuyer les actions du gouvernement togolais en faveur des enfants en difficulté. Chaque fin de l'année, on fait les dons pour les enfants orphelins. Cette année, on doit continuer. Ce n'est pas la première fois, on va continuer chaque année. Ce geste de la communauté chinoise au Togo, ce geste important qu'ils viennent d'offrir au gouvernement, nous va tout droit au cœur. Et au nom de Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, et au nom du gouvernement, nous leur avons adressé notre gratitude, notre reconnaissance. Et nous profitons de cette occasion pour inviter tous les Togolais, toutes les Togolaises, tous les autres partenaires à emboîter le pas à la communauté chinoise parce que le gouvernement fait beaucoup d'efforts en matière d'inclusion sociale, en matière de prise en charge des enfants vulnérables, mais les besoins sont encore là et toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour que tous les enfants du Togo trouvent la joie, le bonheur, la gaieté le 25 décembre 2021. L'opération Noël solidaire cette année va couvrir 4000 enfants. L'ONG Volontaires Internationaux pour la promotion de la santé en Afrique veut également permettre aux enfants diabétiques de fêter dans de meilleures conditions. Et pour cela, il a initié un concours de ballet dénommé Soirée Cercle Bleu pour réunir des fonds justement. Le compte rendu avec Aboza Dadja avec la voix de Clarisse Satikle. Des danses chorégraphiques au rythme du terroir. L'événement est dénommé Soirée Cercle Bleu, un canal pour sensibiliser le public sur les risques de diabète. L'initiative est de Visa, une ONG qui entend mobiliser des fonds pour venir en aide aux enfants atteints du diabète. Nous avons donc organisé une soirée de collecte de fonds au profit des jeunes diabétiques parce que certains sont amputés, certains ont des problèmes des yeux, d'autres ont des problèmes cardiaques. Et ces complications que vivent les jeunes diabétiques, doublées du fait qu'ils ont de véritables problèmes financiers, fait peser sur un véritable chemin de croix. Les fonds récoltés vont aider surtout le jeune Pilandi qui a été 2 fois amputé du diabète. Et l'année passée, nous avons organisé une activité et avec les fonds récoltés, nous avons pu lui faire une prothèse. Et les fonds récoltés aujourd'hui nous permettront de lui faire la seconde prothèse. Créée en 2001, l'ONG Volontaires Internationaux pour la promotion de la santé en Afrique Visa est une association de professionnels de la santé qui œuvre pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Elle est à sa 3e édition de collecte de fonds d'appui aux enfants diabétiques. À ce jour du lundi 20 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 742.
64 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 991. Aucun guéri n'a été enregistré depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 506 et le nombre de décès est de 245. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et vous suivrez après ce journal le documentaire sur l'exaction entreprise avec l'appui de l'UEMOA dans le cadre de la mise en œuvre du projet Waka Récipe. De quoi s'agit-il? À suivre donc après cette édition. Et merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes.